Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde à l'émission Samedi de lire et aujourd'hui je reçois l'auteur Michel Jean. Bonjour Michel, comment ça va? Bien, fébrile un peu, mais ça va bien. Le livre vient de sortir, alors on est toujours un peu fébrile quand ça arrive, mais en même temps on est soulagé. Ce qu'on avait à faire, on l'a fait, on l'a écrit, puis on attend la réception, la réaction du public. Et j'ai envie de te présenter un peu pour les auditeurs qui ne te connaîtraient peut-être pas ailleurs dans le Canada. Alors, tu es chef d'antenne du côté de TVA, animateur, reporter d'enquête primé pendant plusieurs années et tu es un Inou. Tu as publié 7 ouvrages, dont 5 romans. La Belle Mélancolie, qui est le 5e roman qui a été publié le 24 septembre. 23 septembre. J'aimerais ça qu'on en parle de cet ouvrage-là. Alors, est-ce que tu veux raconter l'histoire ou je la raconte? Raconte-la, tiens. Je suis certain que tu la racontes mieux que moi. Je suis vraiment pas bon pour raconter mes histoires. Mais moi, ce que je veux dire pour commencer, c'est que j'ai été sous le charme parce que un des personnages principaux s'appelle Amélie. Ben oui, c'est vrai. Hein? C'est rare que ça arrive que les personnages principaux s'appellent Amélie. Moi, ça m'a charmée. Dès que j'ai ouvert l'ouvrage, j'ai vu mon nom. Je crois que c'est un joli nom. Et rapidement, l'histoire, c'est que Amélie est âgée de 23 ans. Elle a un amant qui s'appelle Arnaud. Arnaud qui a 20 ans de plus qu'elle, qui a 43 ans. Et lui travaille dans une agence de communication lorsqu'arrivent des événements assez inusités pour tenter de redorer l'image de la compagnie. Alors, c'est un spécialiste de l'image, lui. C'est un spin doctor, comme on dit. C'est un whiz pour... quand une compagnie a un problème, là, tu te tournes vers ces gens-là et eux, ils minimisent la crise. Et il y a la compagnie Drago Polar Mine où il s'est passé plusieurs événements. Il y a eu une tragédie dans une mine, il y a des gens qui sont décédés. Il y a aussi des employés qui sont décédés du côté de cette mine-là. Alors, il va tenter de travailler très, très fort pour redorer l'image de la compagnie. Et dans l'ouvrage, on parle beaucoup de, justement, qu'est-ce que, dans notre vie, on fait et qu'est-ce que les répercussions que ça peut avoir. Ben, c'était le but. L'idée derrière le livre, c'était ça. Je me suis souvent posé une question. Souvent, quand on parle entre amis, puis on parle de choses et d'autres, on se rend compte que les gens, c'est pas qu'on n'est pas heureux de notre vie, mais on se dit, est-ce que c'est vraiment ce que je pensais que je ferais dans la vie? T'arrives, je parle pas, ça n'a pas rapport avec la crise de la quarantaine ou des choses comme ça. C'est juste qu'à un moment donné, on pense quand on a 20 ans, on est au point A de notre vie, on s'en va au point C. Puis quelques années plus tard, on se rend compte, ben finalement, je suis pas assez, je suis à D, je suis à B, je suis ailleurs. Des fois, c'est mieux, des fois, c'est moins bien. Mais on se rend compte qu'on n'a pas vraiment écouté notre cœur. On s'est laissé porter par les événements, les concours de circonstances. Et ça, on n'est pas tellement heureux de ce qu'on fait ou parfois on n'est plus heureux. On ne pensait pas qu'on arriverait là. Puis c'est un thème que je trouve qui était assez universel. Et c'est de ça dont je voulais parler aussi. Qu'est-ce qui arrive quand tu choisis de suivre ton cœur plutôt que de continuer à te laisser pousser par les événements? Et c'est Arnaud qui va se retrouver dans cette situation-là, qui va avoir à faire un choix, et tant dans son travail que dans ses amours, les événements vont le placer devant des choix qu'il va devoir faire. Parce qu'Arnaud, c'est un avocat. Lorsqu'il est sorti de l'école, il voulait travailler pour aider les gens, partir du côté humanitaire, pour aider les gens qui en ont besoin. Puis finalement, il est devenu dans le domaine des communications pour tenter de, justement, comme on le disait tantôt, redorer l'image des entreprises. Alors, il a complètement dévié de sa voie qui s'était donnée au départ. Quand il avait 20 ans, il faisait son droit et il pensait qu'elle allait faire quelque chose d'utile dans la vie. Il voulait faire... du droit, aider un peu de la coopération, des choses comme ça, mais pas nécessairement tout le temps. Mais c'est quelqu'un qui pensait que ce qu'elle allait faire, ça allait être utile. Il allait du côté des bons, il allait défendre les gens, etc. Tu sais, l'avocat, tu es du côté de la justice. Lui, il le voyait comme ça. Mais bon, il a été malade, il n'a pas pu aller à un stage qu'il devait faire en Haïti, il est revenu ici. De fil en aiguille, on lui a proposé des contrats pour des firmes. Il s'est ramassé à travailler dans le monde de la publicité, dans le monde des relations publiques, où là, c'est stimulant, c'est créatif, il y a beaucoup d'adrénaline. T'es emporté par tout ça. Je connais plein de gens là-dedans. Et t'es emporté par ça. Mais à un moment donné, de fil en aiguille, il se rend compte que maintenant, tout son talent sert à protéger des millionnaires qui ont des choses à se reprocher ou qui veulent vendre plus de leurs produits. Puis là, il se questionne, est-ce que je fais vraiment quelque chose d'utile dans la vie? Et c'est pas très éthique non plus pour lui. Non, parce qu'à un moment donné, il se dit, ouais. Alors, mais il y en a beaucoup des Arnaud, tu sais, qui se disent, ouais, est-ce que dans le fond, j'ai une bonne job, là, je gagne bien ma vie, puis bon, mais est-ce que je fais, moi, c'est quelque chose d'utile? Et je voulais poser cette question-là. Et c'est un peu ça qu'on se pose à travers le livre aussi. On est dans la commercialisation du talent aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est dans les compromis qu'on fait tout le temps parce que les temps sont durs, etc. Mais qu'est-ce qui arrive si on décide de dire non à ça?
Mm-hmm. Et on parle beaucoup d'amour, justement, parce que Arnaud a perdu sa femme il y a de cela quelques années. Ça fait un petit bout de temps qu'il n'est pas en couple. Et là, finalement, va tomber sous le charme d'Amélie. Et la différence d'âge aussi, je trouvais ça intéressant. Hein? Mais la différence d'âge aussi, parce que son collègue de travail avec qui il travaille trouve ça un peu particulier qu'Arnaud soit avec une jeune femme comme ça. Oui, parce qu'Arnaud n'a jamais été attiré par les jeunes femmes. C'est pas le genre de gars, justement, qui court après les femmes plus jeunes que lui. En fait, c'est plutôt le contraire. Mm-hmm. Je dirais, il court pas trop après les femmes parce que, bon... c'est quelqu'un qui aimait sa femme, puis là, depuis qu'elle a disparu, il a comme un peu perdu goût ou espoir de retrouver quelqu'un comme elle. Mais il y a dans Amélie quelque chose qui l'intrigue puis qui l'attire et qui comprend pas trop. C'est à la fois dans sa façon d'être, dans sa spontanéité, c'est aussi charnel, et il retrouve ça, puis il comprend pas ce qui arrive. Et ça le trouble, ça aussi. Et il arrive un élément que je vais autant partir pour les gens qui vont le lire, mais qui va comprendre pourquoi Amélie l'aime tant, et pas l'attire tant que ça. Et Amélie va devenir en réalité comme la clé qui lui est offerte, l'opportunité de revenir à ses 20 ans. C'est ça qu'elle est, Amélie. Amélie, elle est la chance de revenir au point A qui lui est offerte sur un plateau d'argent. Elle ressemble à son grand amour qu'il a eu lorsqu'il était étudiant. Exactement. En fait, ça ressemble beaucoup à son grand amour. C'est comme la même personne, en réalité. Et ça, il se rend compte que c'est pour ça qu'il l'aime. En fait, c'est la fille de la femme qu'il a beaucoup aimée quand il avait 20 ans, qu'il a perdu. Puis bon, ils sont séparés, ils sont jamais revus. Et elle est exactement comme cette femme-là était. Et quand il la retrouve, il a l'impression de revenir à 20 ans. Et donc, il y a la possibilité de... C'est pour ça qu'il y a des choix à faire à ce moment-là. Et dans l'ouvrage, il y a beaucoup de sensualité, de sexualité. Comment ça a été pour toi d'écrire ces parties-là? Parce que dans les autres ouvrages, à ma mémoire, il n'y en avait pas. J'en avais eu dans mon deuxième roman, dans le premier un peu aussi. Dans les deux derniers, pas du tout. En fait, c'est juste parce que ça... Ça cadrait bien? Ben, c'est parce que comment on est quand on fait l'amour avec une personne en dit beaucoup sur le type de relation qu'on a, sur qui on est, sur notre personnalité, sur le degré de confiance, d'intimité. Et Arnaud va évoluer dans sa relation avec Amélie. Et donc ça me permettait de montrer ça aussi, son malaise à lui à mesure que le temps avance avec elle. La façon dont ils font l'amour change parce que lui-même est en train de changer. Elle aussi change. Il ressent un malaise par rapport à ça, ça paraît. Dans la vraie vie, c'est comme ça aussi. Et je me suis posé la question d'ailleurs quand j'ai écrit le livre à un moment donné, je demandais à mon éditrice, c'est genre, trouves-tu que j'ai mis trop de scènes d'amour? Tu sais, parce que je dis, je veux pas non plus que le monde, tu sais, que ça... Ma mère a eu de la misère à le lire. Ah, pour vrai? Ouais, ben c'est son garçon qui l'écrit, j'imagine peut-être, mais je me disais, mais finalement, on a décidé de garder ça comme ça parce que je trouvais que ça... Il n'y a rien de gratuit, puis ça apporte au personnage, puis ça décrit aussi l'évolution des deux. Elle-même, quand à un moment donné, elle change, lui-même, ce qu'il ressent par rapport à ça, ça l'amène à... Puis lui aussi qui change, puis qu'à un moment donné, ça elle l'attire dans une voie qu'il n'aime pas, et il est pas bien, puis ça va le pousser, en réalité. Il va se rendre compte que revenir au point A, des fois, c'est pas le point A qu'on pense. Les choses sont pas aussi simples que ça dans la vie. C'était important de bien l'écrire, ça. Et je pense que ça permettait de le faire. Écrire ces scènes-là, honnêtement, c'est pas tellement différent de... Tu sais, c'est comme si tu écris une scène de meurtre. Tu prends pas plaisir à décrire la scène du meurtrier et où. Tu es juste dans l'émotion, plus que dans le détail. Quand j'écris des scènes d'amour, je suis dans l'émotion. Comment les personnages se sentent, comment je veux que ça va être quoi l'ambiance de cette scène-là, comment ils sont, plus que je veux pas l'impression, moi, de me dévoiler. J'écris vraiment de la même manière que quand j'écris un meurtre. Tu sais, je révèle pas un défaut à moi qui secrètement est excité par les meurtres. C'est juste, ça fait partie de l'écriture, ça fait partie du travail des écrivains de raconter différents aspects de la vie des gens, puis faire l'amour, c'est pas un des aspects les plus désagréables quand même. Non. Et dans l'ouvrage, tu parles de meurtre. Ouais. Et on en retrouve. Oui, parce on donnera pas trop de détails, mais... Non, mais c'est parce que c'est ça, c'est que les meurtres sont un élément déclencheur, puis ça va de mal en pis dans la mine qui est où nous navigue, donc dans le grand nord du Québec, on est dans la toundra, etc. Et c'est un monde isolé.
Et donc, Arnaud se retrouve dans cet environnement-là qui est très déstabilisant, qui aime pas tant que ça, là, parce que c'est comme un environnement hostile. Il y a l'océan Arctique, il y a la banquise au loin qui s'approche à mesure que l'hiver approche. Il y a le désert, parce que la toundra, c'est notre dernier grand Far West. Et tu t'es déjà allé? Non. Et en fait, au début, je voulais mettre ça dans le monde des Inuits, mais bon, j'avais fait 2 livres où je parlais beaucoup de ça. Je disais que les gens vont trouver que ça fait trop pareil. Puis j'avais commencé à lire sur les Inuits, qui sont très différents des Inuits. Les Inuits, c'est ceux qu'on appelle les montagnais. C'est la première nation la plus populeuse au Québec. Les Inuits, c'est ce qu'on appelait les Esquimaux avant. Ils font pas partie des Premières Nations. Ils sont pas sous la loi sur les Indiens. Ils sont sous la responsabilité du gouvernement québécois. Et donc, leur intégration au Québec est plus récente. Eux, ils sont vraiment rentrés dans notre société occidentale dans les années 50. Parce que les années 20, les années 30, on s'en foutait du Grand Nord. C'est à partir du moment où le Canada a voulu assurer son autorité, c'est ça, son emprise sur le territoire, que là, il a installé des bases et que là, les Inuits se sont trouvés confrontés à la présence des Blancs. On les a regroupés dans des communautés. Et là, ça a changé leur mode de vie, mais c'est récent pour eux. Et j'ai vu vraiment le journaliste en toi, justement, de nous apprendre de ce qui se passait là-bas. C'est toujours important pour toi de traiter de quelque chose dont on parle très, très peu dans les médias. Ben, je trouve, moi, que la littérature permet aussi de voyager. Et on voyage dans le Grand Nord dans ce roman-là, on apprend comment la vie est là-bas. C'est pas didactique, ça s'inscrit dans l'histoire. Oui, totalement. On est pris dans l'histoire, mais en même temps qu'on lit ça, on apprend un peu, et j'essaie de pas être blanc ou noir. Je veux dire, les Inuits sont pas parfaits, les Blancs là-bas sont pas parfaits. Il y a des personnages comme un policier là-bas, qui est un personnage que je pense qui apporte un regard différent. Il y a une fille qui travaille comme infirmière, qui est inspirée d'une amie à moi qui travaille là-bas, qui m'a beaucoup raconté comment ça se passait là-bas avec les Inuits, la vie, etc. Le jour, la nuit, les gens, comment ils sont le jour, comment ils sont la nuit, alors qu'ils boivent, etc. Alors, ça permet aux gens aussi de connaître cet univers-là qui est pas en Mongolie, là. C'est chez nous au Québec. On a l'impression que ça n'existe pas, mais ça existe. Puis c'est presque la moitié du Québec, ce territoire-là, qui est immense, qui est peu peuplé, mais qui fait partie de chez nous, là. Avant, ça s'appelait le Nouveau-Québec. Maintenant, on appelle ça le Nunavik, qui dans la langue des Inuits. Mais alors oui, j'aime ça dans mes romans, moi, mettre un peu de voyage, même si ça se passe chez nous, c'est un peu d'exotisme quand même, parce que c'est un endroit que les gens connaissent peu. C'est des paysages qui sont magnifiques. Et même si je suis pas allé, grâce à Google Maps, grâce à tout ça, on est capable de voyager, d'avoir des images. Dans mon roman précédent, Le vent parle encore, je parlais d'une île où je suis jamais allé. Puis j'ai des gens qui m'ont raconté, qui sont allés, qui me disaient que j'avais décrit exactement chez eux, etc. Alors, t'arrives, ton travail d'écrivain à toi, c'est d'être capable de retranscrire, de faire vivre dans la tête des gens ce qui existe pour de vrai ou ce qui existe dans ton imaginaire, mais il faut que ce soit crédible. Alors, j'essaie de... Et c'est sûr que moi, mon côté journaliste va faire en sorte que je vais documenter les trucs, puis je vais m'assurer que ce soit crédible, mais en même temps, je m'écarte, je fais pas du journalisme avec ça. J'inclus ça dans la trame de mon histoire, dans mon roman, comme un élément de l'histoire. Si tu me permets, Michel, on s'arrête et au retour, on continue de parler de La Belle Mélancolie.